Maman m'a fait faire des rituels sous prétexte que j'étais un sorcier. J'ai grandi dans une famille où on était 11 et les 11 enfants n'étaient pas tous les enfants de mon père. Il a pris une autre femme et c'est là que tout a basculé. Chaque jour que tu rentres de l'école, tu vas vendre des arachides. Le bénéfice que ça te donne, c'est ça que tu vas manger avec. Parce que elle avait ses enfants à elle. C'était ses anges en réalité. Ce soir-là, mon père m'avait bastonné quand il ne m'a jamais tapé. Et ce soir-là, j'ai regardé mon père différemment. Je me suis posé la question, mais est-ce qu'il sait que je suis son enfant? Ce matin-là, j'avais fugué. Si je ne fais pas, ou c'est quel rituel de quoi, je vais mourir avant octobre. Je me posais la question à l'intérieur, c'est tout mon petit démon là qu'on vient. S'il y a vraiment le démon, je ne sais pas, versez-moi de l'eau bénie au corps, ou bien avec le sel, ou même le fauteuil là, où la paix, ça va passer. Mais le genre assis là, c'est comme si c'était moi, Satan. Il y a des silences qui crient plus fort que des mots. Des silences qui dénoncent des violences, pas toujours physiques, mais parfois psychologiques, pouvant mener à des insécurités. L'état de silence d'un enfant ne traduit pas toujours la paix, mais parfois est un appel à l'aide. Bienvenue dans Right to Myself. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Comment vous vous sentez ce soir? Ça peut aller. Un peu souffrant, mais ça va passer. Ça va passer, c'est ce qu'on vous souhaite. Alors, comme il est de coutume sur Right to Myself, on rédige une lettre. Et vous vous êtes prêté à ce jeu. Alors, je vous demande à quelle version de vous avez rédigé votre lettre. J'aurais voulu faire un mélange entre le mois d'avant et le mois que je veux devenir, ou celui que je deviens. Mais j'ai choisi beaucoup plus m'appesantir sur le mois d'avant. Pourquoi? Parce que ça caractérise tout ce que je suis actuellement. Donc il est important de le savoir. Il est important de lui adresser un message parce que en fait, si cette personne n'existait pas, on n'aurait pas connu celui que je suis actuellement. Si cette personne n'existait pas, on n'aurait certainement pas eu cet homme en face de nous aujourd'hui. Cet homme au caractère fort et très déterminé, vous allez le découvrir tout au long de cette interview. Mais avant, j'aimerais que vous regardiez sa lettre. À toi, Benoît, tu te souviens de cet enfant qui marchait les yeux brisés, les yeux baissés, portant des fardeaux que personne ne voyait. Ces nuits où tu n'osais pas parler, où les mots restaient coincés dans ta gorge, parce que tu ne savais même pas comment les dire. Les rituels, les peurs, les silences lourds que tu gardais pour toi seul. Personne ne savait, ni ton père, ni ta mère. Tu portais tout seul, comme si tu étais né pour souffrir en silence. Mais regarde ce que cette solitude a fabriqué. Elle a fabriqué un homme. Je t'écris aujourd'hui pour te dire ce que personne ne t'a jamais dit. Ce que peut-être personne n'a jamais dit clairement. Tu avais le droit d'avoir mal. Tu avais le droit d'avoir peur. Pourtant, tu as choisi de ne pas rester là. Dans cette douleur, tu as regardé tout seul ce qui t'a blessé. Et au lieu de t'en servir comme excuse, tu t'es servi comme carburant. Ce n'est rien. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne vais pas prétendre que tu es arrivé. Toi-même, tu sais que le chemin est encore long. Mais ce que je sais, c'est que tu es sur le bon chemin. Et cette certitude-là, personne ne peut te l'enlever. Au petit toi, qui a manqué de tant de choses, tu n'auras pas grandi dans le luxe. Tu as connu le manque. Pas juste le manque d'argent, mais le manque de sécurité, de légèreté, de cette insouciance que personne ou certains enfants ont naturellement. Il t'a fallu grandir trop vite, porter des choses trop lourdes sur tes épaules d'enfant. Mais sache ceci, ce manque-là est devenu une boussole. C'est lui qui fait que demain, quand tes enfants te regardent, ils ne connaîtront pas ce que tu as vécu. Ils grandiront dans la chaleur. Ils sauront qu'un père veille. Ils n'auront jamais à se demander si quelqu'un les aime, parce que tu seras présent, constant et solide. Ce que tu n'as pas reçu, tu le donneras. C'est la plus belle des revanches. À l'homme que Benoît devient,
Je te vois et je te vois en train de bâtir quelque chose de grand. Pas grand parce que c'est impressionnant sur le papier, mais grand parce que c'est utile, parce que c'est humain. 15, 20 familles au Cameroun qui pourront dormir le ventre plein grâce à toi. Des pères qui rentrent chez eux avec un salaire, des mères qui peuvent souffler, des enfants qui vont à l'école le matin. Et tout ça parce qu'un jour, un petit garçon a décidé de se donner de la valeur. C'est ça ton héritage. Ce n'est pas la richesse pour la richesse, c'est la dignité que tu rends aux autres. Parce qu'on ne t'en a pas toujours accordé assez. Continue, ne lâche pas. Les cicatrices que tu portes ne sont pas des marques de faiblesse. Elles sont la preuve que tu as survécu à tout ce qui aurait pu te détruire. Et tu es encore debout. Avec fierté et en foi en toi, Benoît, et à toi-même. De retour sur ce plateau, on a du mal. C'est vrai qu'on l'a dit dès le départ que c'est toute cette souffrance que vous traduisez dans cette lettre. On ne sait pas encore de quoi il s'agit concrètement. Vous allez nous le dire. Qui a fait de vous celui que vous êtes aujourd'hui? Nous tenons à mentionner que vous êtes un entrepreneur. Oui. Oui. Et j'aimerais savoir tout de même, pour qu'on comprenne tout ce que vous avez dit de manière implicite dans votre lettre, quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui a créé ces silences? Qu'est-ce que vous avez dû traverser tout seul sans oser même en parler à vos parents? Ok, en fait, je vais pas parler de silence, si je peux dire ça comme ça, mais après, s'il faut entrer dans le vif du sujet ou bien parler un peu de façon brossée de mon histoire, parce qu'il y a forcément des chapitres qu'on n'aimerait pas parler à haute voix, parce que c'est avec un peu d'intimité. On a grandi, bon, du moins, j'ai grandi dans une famille où on était 11, déjà 11 enfants, et les 11 enfants n'étaient pas tous les enfants de mon père. Donc, nous étions peut-être trois enfants à mon père. Donc, j'ai quitté, je vais dire, le sein de ma mère peut-être à partir de 5 ans. Quand je dis sein de ma mère, ça veut dire sa chaleur à partir de 5 ans, 6 ans. Donc, pour un enfant, c'est qui quitte assez tôt, qui était habitué, qui a grandi uniquement avec sa mère et qui se détache de sa mère pour aller vivre dans une famille où il ne connaît pas. C'est un peu compliqué. Donc, on connaît tous des histoires de familles où on a des deuxièmes femmes, des troisièmes femmes, comment ça se passe avec les préférences entre ses propres enfants et la négligence avec les enfants des autres et tout ça. C'est à peu près, en grosso modo, ce que j'ai vécu. Nous étions 11 et vous pouvez imaginer dans une maison de 11 enfants avec un papa fonctionnaire, comment la vie va être un peu compliquée. Ça veut dire que pour manger, pour aller à l'école, pour faire beaucoup de choses, ça va être compliqué. Ça veut dire que vous n'aurez pas le même train de vie que vos voisins ou bien ces personnes-là que vous admirez tous les jours à l'école. Et après, ce sont des choses que j'ai vécues et que j'avais pas le courage ou bien j'avais pas le besoin de dire à ma mère, tu vois. Donc, je vivais comme ça. On s'habitue avec ça. En fait, on s'est habitué à vivre comme ça jusqu'à l'âge de, disons, 14 ans. Je crois que c'était à 14 ou 15 ans. Il avait pris une deuxième femme, une autre femme. Parce que là, quand on vivait, c'était avec une de ses sœurs parce que sa première femme était décédée. Il a pris une autre femme. Et c'est là que tout a basculé. Parce qu'en fait, elle est venue avec sa façon de faire, elle est venue avec ses règles, elle est venue avec ses idéologies. Si je suis entrepreneur aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, j'ai appris à faire beaucoup de choses. Ça veut dire que j'ai fait la rue, j'ai vendu, j'ai pas envie de dire comme c'était un entrepreneur là que j'ai vendu les arachides parce que non, mais j'ai vendu les arachides pas parce que je construisais un empire, mais parce qu'il fallait ça pour aller à l'école. Donc c'était une condition pour manger, il fallait que tu fasses une activité. Et tu vivais de cette activité-là. Donc, je vais pas pointer du doigt une région particulière pour ne pas heurter certaines personnes et qu'on ne parle pas de tribalisme. Mais elle avait sa façon de faire les choses. Du coup, elle avait scindé les enfants et dit, OK, toi, chaque jour que tu rentres de l'école, tu vas vendre les arachides. Le bénéfice que ça te donne, c'est ça que tu vas manger avec. Si tu ne vends pas, tant pis pour toi. On n'avait pas un quotidien logique. On va dire, il y a le déjeuner, il y a le repas de midi. En fait, tu devais te battre toi-même pour trouver ce que tu vas manger le matin, ce que tu vas manger le soir, ce que tu vas aller avec à l'école. Si tu as des photocopies à faire, si tu as des devoirs, ça n'engage personne. C'était un peu comme ça. Sauf que mon père, il ne savait pas. Il ne savait pas, parce que c'est quelqu'un qui s'est déplacé beaucoup entre les missions et autres. Il n'était forcément pas au courant de tout. Il n'était forcément pas au courant de tout. Et on vivait ça comme ça, parce que elle
elle avait ses enfants à elle, qu'elle était venue avec dans le mariage, qui étaient, je vais dire quoi, c'était ses anges en réalité. Donc ce sont ces personnes-là qui avaient droit à tout. Et à nous, on devait essayer de racoler à peu près. Même lorsqu'il y avait un souci à la maison, on ne va jamais pointer du doigt ces personnes-là. On va dire, bon, ce sont les enfants de tel. Parce qu'ils ont une mentalité un peu... je me souviens une fois, on m'avait accusé de, je sais pas trop. Je pense que c'est même ce jour-là que j'ai vraiment eu un déclic parce que ce soir-là, mon père m'avait bastonné comme il m'a jamais tapé. Comme il m'a jamais tapé. J'étais rentré de l'école, on avait un rituel quand on remet les copies. Quand tu arrives avec tes copies, on vérifie les notes. Et s'il a un quota, s'il te dit que tu dois avoir 12 sur telle matière, en fonction du nombre de points que tu as raté, on te tape le nombre de coups sur chaque feuille. Et je crois que cette période-là, j'avais eu un truc comme 6 en maths, je me souviens pas. Je faisais 5e, je sais pas trop. J'avais eu un truc comme 6 en maths. La bastonnade qu'il m'avait tapé, il m'avait donné ce jour-là, ça n'avait pas l'air d'une bastonnade de quelqu'un qui avait eu 6 en maths et qu'il fallait qu'il ait 12. Mais c'était une bastonnade de quelqu'un qui avait une sorte de rancune. Tu vois. Et ce soir-là, j'ai regardé mon père différemment, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il sait que je suis son enfant? Parce que les blessures qui ressortaient sur moi ce jour-là, après cette bastonnade-là, je me suis posé des questions. Ce matin-là, j'avais fugué. C'était la première fois que je fugue. Je crois qu'il était 6 heures. Et quand je refais le film, quand je pars, je fugue, je pars voir ma mère justement le lendemain. J'explique la situation à ma mère qui m'a tapé parce que voilà, les feuilles et tout. Elle dit, mais elle est dépassée. Elle dit, mais tu peux pas battre l'enfant comme ça parce que, et tout. C'est lui, il explique que non. Il y a un problème qui se passe à la maison. Il y a un 300 000 qui a disparu, l'argent de la tontine. Un argent dont j'étais même pas au courant. Donc c'est une histoire qu'elle avait concoctée. Elle avait balancé ça sur le visage de mon père. Je sais pas si elle cherchait vraiment l'argent ou alors elle a perdu. J'étais même pas informé qu'il y avait un argent à la maison ou pas. Donc je connaissais pas. Et comme j'avais un petit téléphone, la période là, il y avait les Nokia Choronko qui chauffaient encore. Bon, c'était pas les Choronko, c'était les premières versions Android qui venaient avec, c'était comme les, je sais pas si je vais dire Android là, c'est les clapets comme ça, mais l'écran était tactile, c'était coulissant et les écrans étaient aussi tactiles, il y avait les jeux à l'intérieur. J'avais acheté ce téléphone là, je crois, c'était à l'école, c'était 10 000, 15 000, je me souviens plus trop. Et comme elle avait vu ce téléphone là, elle a déduit que j'ai pris son argent et j'ai acheté le téléphone avec. Pourtant, la vie que j'ai menée n'avait même pas l'air de quelqu'un qui avait 300 000. Je ne comprenais pas. Mais même ma mère lui a posé la question, mais tu ne peux pas battre un enfant de cette façon. Si tu n'es pas sûr, est-ce que tu lui as posé la question, c'est lui? Oh, c'est comme ça qu'ils sont, ils veulent les choses, ils font, bref, tout un tas de trucs, tu vois. Et ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, il y avait une sorte de manipulation, une sorte, je vais même dire envoûtement. Je vais dire ça comme ça, c'est sérieux. Quand je parle dans ma lettre, par exemple, quand je parle de rituels, quand je parle de certaines choses qui sont un peu obscures que je ne veux pas relever, c'est réel en fait. Parce que moi, on m'a fait faire des rituels sous prétexte que j'étais un sorcier. Sous prétexte que j'étais un sorcier. Elle allait jusqu'à dire à mon père que j'ai je suis quelqu'un, donc comme je niais en fait ce qu'elle disait, elle a dit que c'est un démon, en mode c'est un démon qui est dans mon corps, qui fait en sorte que je mente beaucoup, que les choses qui se perdent à la maison, je suis possédé, lui je suis possédé, des trucs, elle a raconté plein de trucs. Nous sommes allés une fois à Fumban, je sais pas si c'est Fumban ou c'est Fumbot, il y a souvent les grandes congrégations religieuses qu'on fait là. Les pasteurs, ils font souvent des grands trucs, des grands séminaires pendant des semaines. Nous sommes allés là-bas. Une fois, je me réveille, on me dit qu'il faut t'habiller, on va voyager. On a voyagé, nous sommes partis. Sauf qu'on arrive là-bas, c'était un séminaire de prière. J'étais tellement perdu, mais qu'est-ce que je fous ici? Déjà, désolé pour les personnes qui sont, je sais pas si c'est protestants, bien dans les églises réveillées, c'est pas trop. Moi, je suis catholique. Donc, c'était la première fois de voir autant de monde, autant de foule, les prières, j'y comprenais rien. Je me posais la question à l'intérieur, c'est tout pour mon petit démon là qu'on vient. S'il y a vraiment le démon, je sais pas, versez-moi de l'eau bénie au corps, ou bien avec le sel, ou même au fauteuil là, où la paix, ça va passer. Mais le genre assis là, c'est comme si c'était moi Satan. Donc nous sommes arrivés là-bas, où je sais pas, où elle avait fait un complot avec son pasteur, ou je sais pas, ou c'est qui. Mais la façon dont le pasteur parlait à mon père, parce que mon père était là, avec ma grande sœur, on était dans une salle restreinte, donc pas dans la grande salle, dans une salle restreinte. La façon dont le pasteur parlait, tu avais l'impression qu'il avait des informations sur toi. Mais pour des personnes, moi je vais être très cru, pour des personnes qui sont assez faibles d'esprit, on dit que ce sont les révélations.
Moi, j'ai dit que c'était un mensonge, c'était un commentaire parce que je sais que c'est pas ce que j'ai fait. En réalité, je sais que ce sont pas des choses, même nos sorciers ressentent qu'il est sorcier. Tu peux pas être sorcier, tu ne connais pas que tu es sorcier. Il y a des moments où tu peux être sorcier, bon. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que il y a des choses qui est fait qui sont bizarres là. Ça veut dire que je m'envole souvent. Mais moi, je me souviens pas je me souviens pas quand je me suis retrouvé en Espagne, et pourtant j'étais couché en Colombie, je sais pas, je me souviens pas. Donc du coup, il disait tellement de choses. J'étais étonné, j'étais sidéré, mais je le regardais comme ça. Et ce sont les choses dont elle se plaignait. En mode, genre, elle a fini de lui raconter. Pour que quand il va dire ça devant mon père va dire oui, c'est vrai. C'est vrai. Il a fait comment pour être au courant? Il a fait comment pour être au courant, ça veut dire que c'est vrai et tout ça. Et justement, il avait cru. Il est tombé dans le panneau, il avait cru. Ok, j'aimerais savoir, est-ce que tu étais proche de ton père? Pas vraiment. Je n'ai jamais été proche de mon père. Ça explique pourquoi tu subissais toutes ces maltraitances et tu ne parlais pas. Proche dans la mesure où, je vais dire, j'ai pas été proche dans la mesure où c'était pas quelqu'un qui était accessible. C'est quelqu'un qui nous a toujours montré un caractère assez froid. Donc ça veut dire qu'on n'a pas eu ce père-là avec qui quand tu suis le bruit de la clé, quand il rentre du travail, tu es fier de la clé. C'est à moi quand tu humes son parfum des kilomètres. Si tu es au salon, tu plies bagage, tu passes à la chambre. Voilà un peu la frustration. Donc du coup, je le regardais différemment. Je le regardais différemment et en mode j'évitais en fait. C'est pourquoi je me posais vraiment des questions. Est-ce que c'est mon père ou alors Est-ce que c'était simplement avec toi ou il était comme ça avec tous les enfants? tout le monde? Mais beaucoup plus avec moi après ce petit scénario-là. Beaucoup plus. Parce qu'au moment où il a même commencé à me mettre à l'écart. Quand on lui a parlé de sorcellerie, il a commencé à me mettre à l'écart. Je me souviens une fois, plus que j'avais déjà fugué. Bon, j'avais déjà fugué. Une fois, il a pris une autre femme, il a fait une dot et tout. Il nous a appelés pour venir assister à la cérémonie. On a assisté à la cérémonie et j'avais fait une semaine à la maison. Sauf qu'après, j'ai ressenti l'atmosphère était différente. Donc, du coup, je me sentais plus à l'aise quand j'étais chez ma mère que chez lui. Donc, du coup, je voulais pas. Sauf qu'il avait dit à ma mère, non, il faut qu'il reste, on doit le soigner. Je comprenais pas ce qu'il veut dire soigner, c'est quoi? En mode, genre, je suis sorcier, je suis ci, je suis ça. Je me souviens une fois, m'a amené chez une dame, une praticienne. C'est quand je parle de rituels pour entrer un peu dans ce secteur-là. Et ce sont des choses qui m'ont vraiment traumatisé parce qu'en mode, je suis resté bloqué. Parce qu'à un moment donné, j'ai voulu accepter ça. Donc, j'ai voulu accepter que, bon, c'est vrai, j'ai pas avoir un problème. Il faut que je me soigne ou bien que je me fasse délivrer ou quoi que ce soit. J'ai voulu accepter ça parce qu'on m'a tellement mis des choses dans la tête, tellement fait des trucs. À moi, tu avais peur. C'est un peu comme quelqu'un qui, quand tu vois la seringue elle est devant toi. Naturellement, tu imagines le mal que ça peut te faire. Mais c'est après, si tu essaies de vaincre ça de façon mentale, quand on va passer la seringue à l'intérieur de toi, tu vas pas ressentir la douleur. Mais la douleur, elle vient parce que c'est dans la tête, c'est psychologique. Après, on nous amène chez la dame. Je devais composer le baccalauréat et dire à mon père que si je ne fais pas ou c'est quel rituel de quoi, je vais mourir avant octobre. Je crois qu'on était en 2023 ou 2022. Que je vais mourir avant octobre. Déjà avant ça, le rituel, c'était le fait que je devais passer le l'opératoire, vu que j'ai fait le l'opératoire 3 fois. Vous imaginez, j'étais très intelligent, il faut préciser. Donc, dans une maison où tu es tellement traumatisé, je pense pas que tu vas réussir à mieux réfléchir. C'est pour aller à l'école, tu vas te lever à 5 heures, tu vas marcher pour arriver peut-être fatigué, tout ça. Bon, on laisse le côté là. Et le rituel, c'était justement pour que je passe le l'opératoire. Donc, il fallait faire des rituels pour me permettre de passer l'examen. Je suis parti faire le rituel. Bon, vu que déjà je suis sorcier, je suis un voleur. Est-ce que tu as passé l'examen après ça? J'avais passé l'examen, mais pas grâce à elle. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai pas fait ce qu'elle m'a demandé de faire. Ça veut dire que c'est une menteuse. Elle a dit déjà, premièrement, elle a dit à mon père que je vais mourir. Et que pour composer le portrait, il me faut les stylos, travailler ou c'est quoi, avec le sang de la poule. Pour composer, que je vais composer le foratoire avec, et je vais composer le bac avec. Quand on arrive chez elle, c'était autour de 18 heures. Elle commence le rituel. Elle demande à mon père d'acheter un coq blanc, un coq tout blanc. Il achète le coq, il est venu avec. Elle a pris des tissus rouges. Elle m'a attaché sur des bras, sur les 2 bras, sur les pieds. Elle m'a mis à poil. On m'a mis à poil, on m'a fait faire le tour de sa propre maison.
Je me disais même que ce sont méchants, c'est qu'elle prenait pour donner à ses enfants. Ça, c'est sérieux. Parce qu'on m'a fait faire le tour de sa maison. J'ai fait pratiquement plus de 20 tours en récitant. C'est quelque chose que je ne comprenais même carrément pas. Un truc que je ne connaissais même pas ce que ça voulait dire. Mais je récitais ça. Mais à moi, à un moment donné, quand j'avais déjà fait peut-être 10 tours, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, à la limite? Je vais arrêter de réciter ce qu'elle m'a demandé de réciter. Je vais commencer à prier. Dans les autres tours que je faisais, je ne récitais plus. Moi, j'étais en train de prier à mode Seigneur, si c'est que j'ai quelque chose vraiment. Si c'est le rituel, c'est que ça parte. Donc après ça, que ça parte. Mais si c'est que c'est quelque chose qu'on avait de me faire sur le corps là, je bloque. Je bloque ça complètement. J'ai fini de faire ces tours de magie et tout. Elle m'a donné une huile de me ondre avec. Après, elle m'a donné un tissu qu'elle avait, je ne sais pas où elle avait, quoi, c'était quel parfum. Elle a mis sur mon bras gauche et disait que je suis persécuté. Il y a des gens qui veulent me tuer, des trucs comme ça là. Et que si le bracelet doit rester, le bracelet en tissu là doit rester sur ma main jusqu'à octobre. Parce que je vais mourir en octobre, avant octobre. Donc, tant que le bracelet est là sur ma main, ils ne vont pas m'atteindre. Et je crois qu'on était à la période de mai. C'était par exemple une période pareille. Donc, tu vois, la période avec octobre, c'est loin. Tu te rends compte que tu vas devoir aller à l'école avec un truc rouge comme un marabout sur la main. Parce que la tenue à l'école sont les manches. Et parfois, on refusait qu'on portait des trucs à l'intérieur. Donc, tu devais t'habiller convenablement parce que j'étais dans une école anglophone. Donc, tous les jours, on va te poser la question, le truc que tu as là, c'est quoi? Même le gardien, on n'acceptait pas les bracelets à l'école. Donc, du coup, tu es obligé de créer un moyen pour qu'on ne voit. Chaque jour, tu dois marcher comme ça. Mais comme Dieu sait faire ces choses, un jour, j'avais déjà fait une semaine avec. Quand je pars me laver, je me lave normalement. J'avais fini de faire la prière ce jour-là, je partais à l'école. J'avais fini de faire ma prière à 5 heures. Quand je pars me laver, en me lavant, le bracelet se coupe. Le tissu, ça se coupe complètement. Et ça se coupe en mode, je veux rattacher moi-même pour que ça tienne. Quand je vais essayer de rattacher, ça se coupe encore. Oui, parce que j'ai paniqué. Je dis, mais on m'a demandé de ne pas lever. Voilà ça qui vient se couper ici, là, aux toilettes, dans les dailles. C'est comme ça que j'essaye de rattacher encore. Mais à moi, quand je vais essayer de rattacher, ça se coupe encore. Donc, ça s'est coupé plusieurs fois. Moi, je ne pouvais plus rafistoler pour... J'ai dit, ah, peut-être c'est un signe. J'ai jeté. Je suis parti à l'école. J'ai fait 2 semaines tranquille. Mais à moi, j'ai paniqué. Dès que tu pouvais me donner quelque chose, je dis que non, peut-être ça a empoisonné parce qu'il y avait peur. Comme on a le bracelet, c'est à couper là. On peut même me donner le poison même dans le beignet. Donc j'étais là seul comme ça là. Mais après, c'est là où mon cerveau a commencé à travailler pour dire, attends un peu, si on a dit que le truc devait se couper, si ça se coupe, je vais mourir à l'instant. Mais depuis 2 semaines, moi, je suis bien portant. Et je suis même beaucoup plus tranquille qu'avant. Je ne fais pas de mauvais rêves parce qu'il faut préciser que je faisais tellement de mauvais rêves cette période. Mais tellement de cauchemars. J'avais l'impression qu'il y a des gens qui viennent t'appuyer le cou dans la nuit. Il y a des gens qui sont autour de toi. Il y a une fois, j'ai fait un rêve où il y avait carrément des personnes, dont j'avais l'impression qu'il y avait des personnes autour de mon lit, remplies. Et à moi, ton corps pèse. Genre, tu veux te lever, mais tu veux ouvrir les paupières, mais ça ne s'ouvre pas. Et tout ça, tu n'en parlais à personne? Personne. Ok. Je peux comprendre que tu n'étais pas très proche de ton père. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé de tout ce que tu subissais dans cette maison-là, ta maman? Je ne trouvais pas je sais pas, en fait, j'avais peur. Il faut le dire aussi, parce que je me disais, s'il apprend que je suis parti déjà là-bas, d'abord pour partir là-bas, c'était compliqué. Donc pour quitter la maison pour aller chez ma mère, c'était compliqué. Donc si on apprend que tu es parti sans prévenir, ça va créer un problème. Et à mode, il va encore écouter que tu es parti raconter des choses qui se sont passées. Ça peut encore créer un autre problème. Donc j'avais peur, je me disais, bon, ça va durer le temps que ça va durer. Et puis si un jour, elle va être au courant de ça, elle va savoir d'une quelconque façon, mais je voulais pas que ce soit moi qui lui dise que ce genre de choses-là. Dans ta lettre, tu as parlé au petit toi et tu lui disais que tu sais ce que ça fait d'avoir des manques. Maintenant, des manques pas que financiers, mais également de sécurité. Tu parlais de quoi concrètement? Je vais parler beaucoup plus de sécurité et je vais ajouter à ça la chaleur, en fait. Quand je parle de manque, je pense qu'un enfant, surtout un garçon, a besoin de... On a tendance à dire que les garçons s'attachent beaucoup plus à leur maman, mais les garçons ont aussi besoin de leur papa par moment. Surtout pour devenir un vrai homme, tu as besoin de ton père. Donc, il y a eu ce manque-là, cette sécurité. Je n'avais pas
eu l'impression que j'ai en face de moi un protecteur. En mode, je voyais beaucoup plus un dictateur. Bien que sa dictature, mais ça m'a aidé à devenir, à braver beaucoup de choses. Mais au-delà de la dictature, on a aussi besoin de ressentir qu'on peut compter sur toi. Si on a un problème, on peut t'en parler. Parce que parfois, je ressentais qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas, que je voulais aller lui dire que bon, ça là, c'est qu'on est en train de mentir, ou bien on est en train de vouloir te monter contre tes enfants et tout. Mais je ne trouvais pas le courage d'aller lui dire que voilà, je pense que tout le monde, à part si c'est moi le Camerounais qui est le plus bizarre, mais je pense que tout le monde s'entend bien avec ses parents. En mode, quand tu as un problème, tu peux parler à ton père, tu peux appeler ton père, tu dis je traverse telle situation à l'école, au travail, avec mon mari, j'ai tel souci, des trucs comme ça. Mais moi, c'était pas pareil. Est-ce que tu étais l'aîné des enfants? Le dernier. Le dernier. Est-ce qu'il n'y a pas des aînés qui pouvaient parler pour vous? Si tout le monde est dans l'atmosphère, si tout le monde a peur du lion, moi, on compte même sur moi en tant que dernier, parce que c'est souvent le dernier qu'on envoie qui va demander l'argent de baigner. Mais si le dernier a peur, c'est que c'est quelque chose. En dehors de ces rituels, est-ce que votre marâtre, votre belle-mère, vous faisait vivre des violences physiques? Je ne vais pas dire physique, mais je vais parler beaucoup plus de trucs qui sont psychologiques. Psychologiques. Ce sont des choses qui... En fait, le physique, en général, c'est passager. C'est passager, on va te photo aujourd'hui, ça va, la cicatrice va rester cette. Mais quelque chose qui attaque ta mémoire, en fait, c'est quelque chose que tu ne peux pas oublier facilement. Violence, je vais parler d'elle dans un autre contexte. C'est quelque chose que je n'ai jamais dit, que je vais dire aujourd'hui, en fait. Quand je faisais seconde au lycée Brillant de Touguébé, on m'avait pris une chambre là où elle faisait son commerce parce qu'elle avait une boutique, des grands comptoirs. Ceux qui connaissent le carrefour du centre des handicapés, le grand carrefour du centre des handicapés, là, il y a souvent les dames qui ont des très grands comptoirs tout autour. Là, ils vendent des biscuits, des oranges et tout là. Donc, elle avait un très grand comptoir et c'était le plus grand comptoir. Le plus grand. C'est où j'ai appris que dans le business, on peut faire la magie. Parce que j'ai fait la magie pour attirer les clients. Comment ça? Parce qu'en fait, il y avait des écorces que tu devais avoir dans ton sac quand tu vas. Il y avait de l'eau on te donnait des eaux qui étaient travaillées, que chaque matin, tu dois te lever à 5 heures pour verser tout autour du comptoir, avec tellement de choses. Dans le business, il y a la magie. Est-ce que vous pratiquez ces J'ai pratiqué ça involontairement. aujourd'hui dans votre business? Non. Non. Parce que ça finit par... Désolé, mais cette dame, je ne sais pas où elle se trouve aujourd'hui, mais elle n'est pas bien portante. Dans sa tête, ça ne donne pas. Soit elle est peut-être folle, je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est elle qui a fait... Aujourd'hui, je suis proche de mon père, je vais revenir dessus, à cause d'elle, parce qu'elle nous a fait un gros coup à tout le monde. Mais pour revenir encore dans le cas psychique que je parlais, je dormais dans une chambre avec sa fille aînée, qui est aujourd'hui au Gabon. Et dans cette chambre-là, c'était en mode, c'était la chambre et c'était aussi le magasin. Donc il fallait on gardait les effets. À l'intérieur, il y avait juste le lit là. Et la fille elle sortait avec certaines personnes au quartier. Et c'était dans cette chambre-là que les hommes venaient la coucher. Donc vous pouvez imaginer, tu es couché sur un lit et on fait l'amour à côté de toi. Ce que ça fait. Et c'était pas une fois, plusieurs fois. Et à ce moment-là, tu avais quel âge? J'étais en seconde, c'est que j'étais peut-être 17 ans, 18 ans. Je savais ce que ça peut. Je connaissais, je ressentais ça. Désolée. Et c'était pas une fois, c'était plusieurs fois. Désolée. C'est drôle. Un peu. Je peux imaginer ce que ça fait. Mais il faut savoir, à ce moment-là, est-ce que tu étais déjà actif sexuellement? Et bon, c'est vrai que je faisais en cachette parce que je n'avais pas le droit de m'afficher avec les femmes. Oui, je comprends. Et chaque fois, il fallait que tu vives ça, des gens qui font la... Bon, c'était pas... À mode, c'était pas... Je sais pas si la question, c'est de savoir si ça m'excitait, non. Mais qu'est-ce que ça faisait? Ça me traumatisait. Ok. Ça me traumatisait, en fait. Parce que moi, j'appelais ça de la sorcellerie. Tu peux pas avoir quelqu'un qui a peut-être 18 ans à côté de toi et venir avec... Parce qu'elle n'avait pas... Elle avait peut-être 28 ans. C'était une grande fille, c'était pas un enfant. Et les hommes qui entraient dans la chambre, c'était pas aussi des enfants. C'était de grandes personnes. Donc vous faites ça derrière mon dos et ça
sans filtre, vous vous en foutez. Si c'est pas les pratiques, moi j'appelle ça la pratique, tout simplement. Ok, tu ne cesses de parler de violence psychologique, de ce que ça a créé en toi, ça t'a traumatisé. Alors, toutes ces violences-là, de manière négative, qu'est-ce que ça a créé en toi? Quel est le caractère que tu as aujourd'hui qui n'est pas du tout positif et que tu sais, tu es conscient que tu l'as développé à cause de tout ce que tu as vécu? Je ne sais pas comment caractériser ça, mais à cause de ça, je suis devenu une personne, je ne sais pas si je vais dire enfermée ou désagréable. Froide. Voilà, une personne très froide par moment. Parce que j'ai tellement été blessé que je me dis, j'ai plus besoin, je ne veux pas donner l'occasion à une autre personne de refaire pareil. Que ce soit ma mère, que ce soit mon père, que ce soit ma copine, je ne sais pas trop, même dans le cadre professionnel, je vais plus donner l'occasion à quelqu'un de me refaire souffrir comme j'ai souffert. En mode, je suis très froid. S'il faut prendre des décisions radicales, je les prends sans état d'âme. Est-ce que tu parviens à aimer? Aimer. J'ai un cœur. Mais pour l'instant, mon cœur, c'est tout pomper le sang. D'abord. Et puis le reste, on verra. Et de manière positive, cette maltraitance, cette vie à la dure, qu'est-ce que ça crée en toi? Benoît, tout simplement. Parce qu'après, il y a quelque chose que je veux souligner aussi, parce qu'il n'y a pas que beaucoup de personnes parlent aussi des violences physiques, des violences psychologiques, du cadre familial et tout, mais il y a aussi le quartier qui influence. C'est que l'environnement dans lequel tu te trouves ne te permet pas de t'épanouir, bien de pousser tes limites. Parce que quand j'étais pour situer un peu, moi j'ai grandi au Cansonnet. J'ai grandi à Oyoma-Bang et au Cansonnet. Donc, pour ceux qui connaissent le Cansonnet, Oyoma-Bang, vous connaissez un peu comment le quartier est, c'est-à-dire que les problèmes de voyoutisme, de banditisme, bref, tous ces petits trucs dans lesquels les enfants grandissent là, on a grandi dans ça. Et le quartier, en fait, il est resté égal à lui-même, jusqu'aujourd'hui. Moi, je pense que je me suis dit à un moment donné que je ne vais pas rester dans cet environnement-là parce que ça ne me pousse pas à réfléchir, bien aller où je veux. J'aime toujours le dire, si tu veux devenir riche, il faut marcher avec les riches. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu te retrouves dans un endroit où ça va choquer ton esprit. Donc, j'ai pris la décision volontairement un jour, un bon matin, quand je suis rentré de l'école. Je pense et c'est même ça qui m'a un peu fait détester mon père par moment. Parce que la période là, j'étais en première. Quand je suis rentré de l'école, il était pratiquement 17h. J'avais un ami qui était motoman. Je l'avais appelé. Je sais même pas ce qu'il m'avait pris ce jour-là. J'étais juste assis, après je l'ai appelé. Il est venu, j'ai fait mon petit sac et tout. Il a pris la moto, je lui ai demandé qu'il me laisse chez ma mère. Ils sont partis comme ça. Je suis arrivé chez ma mère, il était 19h. Elle ne savait même pas pourquoi. Je suis entré. Elle me demande c'est quoi. Je dis que j'ai vu une chambre, je veux dormir. Elle m'a donné la chambre, j'ai lavé la chambre, j'ai nettoyé tout. Quand elle voit comment je graisse, elle me pose la question que tu es venu juste pour le week-end, parce que c'était un vendredi. Je suis bien, je dis que non, je suis venu ici, là, pour de bon, pour rester pour de bon. Et quand elle voulait parler et tout, j'ai dit que je ne veux pas parler. Je suis entré dans ma chambre, je me suis enfermé, j'ai commencé à pleurer. C'est le matin, quand c'est assis, on a discuté, ils ont pris le courage de lui raconter à peu près Tout ce par tout ce par quoi j'ai passé. Mais même comme aujourd'hui, il y a des choses qu'elle ne connaît pas. Comme des rituels, il y a des rituels que je ne veux pas vraiment parler ici. Il y a des trucs que j'ai fait, en fait, en mode, tu vas dire, mince. Bon, c'est un peu ça. Et en quittant cette atmosphère-là, ou bien ce quartier-là, j'ai vu les choses autrement. Parce que cette année-là, j'ai pas fini mon cursus scolaire. Et elle a décidé que je reprenne l'année prochaine en première. Je suis parti, j'ai repris, j'ai eu mon bac une fois, mon probatoire une fois, j'ai eu le bac une fois. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à... Quels sont tes rapports aujourd'hui avec ton père? Est-ce que tu lui en veux? C'est vrai que bon, il a essayé de faire un rapprochement. En réalité, je n'en veux pas. En réalité, peut-être il peut se dire que je l'en veux, mais moi, je n'en veux pas. Pour la simple raison que je sais honnêtement qu'il n'était pas conscient. S'il était conscient de ce qu'il faisait, je pourrais l'en vouloir, mais je sais qu'il n'était pas conscient. Donc, il était en mode, son cerveau était bouché par des pratiques qu'il ne savait pas. Parce qu'aujourd'hui, je ressens le papa qui regrette, en fait.
Je ressens le papa qui regrette même dans sa façon de me parler. Quand on est ensemble, quand on discute, c'est vrai qu'il va garder son orgueil de père en mode, il va pas se faire devant l'enfant, se rabaisser et tout. Mais je ressens dans sa façon de parler qu'il a envie de se rattraper, mais sauf que c'est trop tard. Et je sais qu'il est fier de la personne que je suis devenue aujourd'hui, malgré tout. Il me suit. Sur tous mes réseaux, il me suit. Il me dit ça tout souvent que je vois ce que tu fais. Dans ta lettre, tu as dit quelque part que ces souffrances ont fait de toi. Tout à l'heure, je t'ai posé la question, tu ne l'as pas mentionné, tu as balayé. Ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui, une personne forte, une personne. Tu es qui aujourd'hui? Tu es entrepreneur, oui, on le sait. Dans quel domaine? Ça a forgé un caractère en toi. Lequel? Quoi de positif? Tu dis que c'est ton carburant. Je crois que si je dis bien, il y a ce mot dans ta lettre qui est devenu aujourd'hui ton carburant. Dans quel sens? Dans le sens où, déjà, pour parler de moi, je suis entrepreneur. Il faut le dire, je suis jeune entrepreneur, pas avec des idées. J'ai des idées qui sont déjà implémentées, d'autres qui sont en train d'être implémentées. Je fais particulièrement dans tout ce qui est cosmétique, c'est-à-dire pas cosmétique mise en beauté, parce qu'après on fait dans la vente des perruques, on vend des savons corporels, c'est beaucoup plus pour les femmes, pas pour les hommes. Aussi les produits capillaires, donc barbe, cheveux, tout ça. Et actuellement, nous sommes en train de vouloir lancer notre propre centre de formation dans les métiers de l'audiovisuel, parce que je suis aussi un acteur de l'audiovisuel, parce que j'ai fait des formations en photographie, vidéographie. Et actuellement, on va lancer un centre de formation, disons d'ici la fin d'année, physique. D'ici la fin d'année, on va former dans les métiers de l'art audiovisuel et aussi de tout ce qui est secrétaire comptable, secrétaire bureautique et tout ce qui va avec. Bref, je vais dire quoi, plusieurs activités qu'on va devoir choisir en fonction de comment on peut travailler, des cibles qu'on veut. Mais maintenant, après, ce que ça a fait, je sais pas si j'ai bien compris la question. Surtout, j'insiste sur le mot carburant. Carburant, oui, c'est carburant. Carburant Voilà. de qui je suis. Pourquoi je dis carburant? Je dis toujours, il y a une phrase que je dis, que j'aime me répéter à moi-même. Je pense que récemment, c'était une phrase qui était sur ma photo de profil. Je disais toujours, il n'y a pas de limite à ce que je peux devenir. Tant qu'on y croit, tant que tu respires, en fait, tu peux devenir celui que tu veux devenir. Donc, il n'y a pas de limite à celui que je veux devenir. Cette phrase, je la garde toujours jusqu'à maintenant. Tant que je respire, je peux faire quelque chose. Donc, pourquoi rester dans un endroit où beaucoup de jeunes se disent que, bon, la plupart du temps, il y a des gens qui se disent, non, je suis orphelin, je peux pas faire ci, mon père est mort, c'est pas une raison. Au contraire, moi, je me sers de ce genre de choses pour dire, OK, même dans certaines situations, en vivant certaines choses, tu vas prouver aux autres que si tu n'as pas le soutien de ton père, ni le soutien de ta mère, ni le soutien de ta famille, tu peux t'en sortir. 2 fois plus, en fait. C'est même là où tu vas te dire que, OK, bon, je ne peux compter que sur moi-même. C'est pourquoi la plupart du temps, quand j'ai des problèmes, je me suis habitué comme ça. Même quand ce sont des problèmes au travail ou quoi que ce soit, si j'ai à l'aide, s'il y a des gens qui peuvent m'aider, ils vont m'aider. Je ne demande pas, j'aime pas demander. Enfin, j'aime plus demander de l'aide. Parce que j'ai demandé de l'aide par le passé, même au passant, j'ai demandé à manger, j'ai demandé de l'argent, j'ai ramassé des choses pour manger. Aujourd'hui, je me dis, au lieu de m'asseoir sur ce passé-là, je dis non, mes enfants ne doivent pas faire la même chose. Le carburant de ma vie, c'est mon enfant. J'ai une fille. Justement, c'était ça. J'ai une fille, en fait. Et la fille, je connais comment les filles se déroulent rapidement. Je me dis, si je me comporte, je vais oublier de mentionner mon père dedans. Je vais l'enlever à l'intérieur. Mais si j'offre à ma fille la vie que j'ai vécue moi-même, de façon volontaire, je suis pas sûr qu'elle sera fière de moi demain. Donc, parce que j'ai pas été fier de la vie que j'ai eue, je ne voudrais pas qu'elle se questionne ou alors qu'elle essaye de dériver dans des trucs louches, des trucs sales parce qu'en fait, elle veut s'en sortir. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de choses pour m'en sortir. Et je ne voudrais pas. Quel genre de choses à peu près? Une idée. Une idée mais je vous ai dit, j'ai fait du vol. Moi, j'ai pas peur de le dire.
J'ai grandi dans un quartier où il y avait des bandits. J'ai grandi avec des bandits. Ça veut dire qu'il y a des moments où c'était difficile, où on te dit, bon, comme toi tu es plus mince là, on va aller voler dans telle boutique, c'est toi qui peux entrer dans le plafond. Ce sont des choses que ma mère ne connaît pas, que mon père ne connaît pas. Gloire à Dieu, mais ne veut pas dire que Dieu protège les bandits, moi, on m'a jamais arrêté. On m'avait jamais arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, mais après, ce sont des trucs traumatisants. Une fois, j'avais volé chez une dame 30 000 au quartier. La dame vendait les beignets avec le pain. Elle avait une petite boutique au quartier. Et elle mettait l'argent en bas de son sac, en bas du sac de pain. Et une fois, j'avais su qu'elle mettait l'argent en bas du sac de pain. Je suis passé, parce qu'elle était toujours derrière, dans la boutique était devant et elle restait toujours derrière la maison. Je suis allé un jour, j'ai mis ma main en bas en mode je vais acheter quelque chose, j'ai pris l'argent. Mais un jour, je suis allé au quartier, je lui ai donné 50 000. Elle ne savait pas pourquoi. Je lui ai dit prends. Parce que ça m'a traumatisé. Je sais pas, il y a des choses qui t'arrivent parfois, tu te dis, c'est peut-être parce que j'ai fait ça que je n'arrive pas à arriver à tel endroit. Donc j'essaye au fur et à mesure de me rattraper comme je peux. Même chaque année, je fais des dons. Je n'ai pas assez, mais je fais des dons parce que ça me rappelle là où j'étais. Et je pense que on dit souvent quand Dieu t'a beaucoup donné par moment, il faut rendre l'appareil aux autres. Il faut dépenser aussi. Quand tu reçois trop, tu auras aussi les problèmes. Donc par moment, il faut aussi faire des sacrifices. Ok. Alors aujourd'hui, tu as dit quelque part que tu es quelqu'un de très froid. Est-ce que tu es en couple? Ma froideur ne m'empêche pas d'être en couple. Donc oui. Est-ce que tu es agréable dans tes relations? Agréable, je sais pas, ça mon vis-à-vis de me dire, mais je pense que je fais l'effort de faire la différence entre le moi intérieur, le petit démon qui est à l'intérieur de moi et la personne qui est en face de moi. C'est vrai que par moment, il y aura des tendances où tu vas vouloir te protéger, mais je fais l'effort de faire la différence entre les deux parce que, en fait, ton vis-à-vis, c'est pas la personne qui a créé tout ce chaos dans ta tête. Donc, elle mérite sa place. En parlant de chaos, est-ce que tu es en paix dans ta tête? Est-ce que tu es pas totalement. Pas totalement. En paix parce que, je dis pas totalement, je vais dire oui, partiellement, peut-être à 40% dans la mesure où je suis fier de celui que je suis actuellement, ou alors celui que je deviens. Parce que je sais que je vais arriver où je veux arriver. Comme je dis, il n'y a pas de limite à celui que je peux devenir. Je sais où je vais aller. Mais en paix en mode de timing, je me suis mis tellement de pression volontairement que ça me trouble. Et puis je me dis, bon, voilà, bientôt 30 ans, bientôt. Mais après, je me dis, il n'y a pas vraiment, le syndrome des 30 ans nous traumatise tous, que ce soit fille comme garçon. Mais maintenant, après, j'ai essayé de passer ce cap-là, j'ai mis ça de côté. Quand je dis il n'y a pas de limite à ce que je peux devenir, c'est peu importe l'âge, le moment viendra où je vais faire ce que je veux. En paix aussi, pas en paix aussi parce que j'ai pas totalement réglé mes soucis avec mon partenaire. Quand je dis mes soucis, c'est on discute, on s'appelle rarement, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que j'ai besoin de lui dire certaines choses. Et pourquoi tu ne le fais pas? Parce que je trouve pas que c'est le moment. Ce n'est pas le moment, pourtant quelque part ça gâche ta vie. Le fait de ne pas être en paix, c'est toi que ça affecte. Je préfère que ça me ronge encore un peu. Je suis un peu orgueilleux à ce niveau-là. Pour toi, c'est... Parce que je veux que la version de moi qui parle à mon père soit une version totalement accomplie. Ok. Soit une version totalement accomplie en mode, quand il me regardera parler, il dira, ok, j'ai compris. Et si jamais il est trop tard, s'il part sans que tu ne le lui dises, n'est-ce pas, tu seras... Est-ce que tu seras en paix? Avec que tu porteras ce fardeau toute ta vie. C'est pas un fardeau qui va me traumatiser en tant que tel. Ok. Et après, la mort, c'est pas nouveau. Moi, je suis préparé psychologiquement à perdre tout le monde. Je ne parle pas de sa mort comme fardeau. Je dis cette paix que tu n'arrives pas à trouver, tout ce que tu as envie de lui dire et que tu te retiens de lui dire. Toi-même, tu l'as dit, il faudrait que tu le lui dises pour que tu te sentes bien. Maintenant, s'il part, en attendant le bon moment, s'il s'en va alors que tu n'as pas eu l'occasion de te chercher. Forcément, bon, déjà, il faut préciser que la situation, c'est un cas particulier parmi tant d'autres. Vous savez qu'il est parmi tant d'autres qui font en sorte que je sois pas en paix mentalement. Mais ça ne compte pas à 10%. Ok. Ça ne compte pas à 10%. Vous savez que s'il s'en va et que j'ai pas pu lui dire, je vais écrire une lettre, je dépose sur sa tombe.
Et il ira. D'accord. Donc, nous allons aller à la fin, nous allons peu à peu à la fin de ce programme. J'aimerais que tu donnes des conseils à tous ces parents, parce que tu l'as vécu, qui ne partagent pas leur quotidien vraiment, qui essayent de mettre une distance entre les enfants et eux. Que tu conseilles tous ces parents qui ne partagent pas le quotidien des enfants, qui ne savent pas ce à quoi ils font face. Et tu sais, tu es mieux passé pour savoir quelles sont les conséquences que ça pourrait entraîner. Regarde la caméra, s'il te plaît, et parle-leur à cœur ouvert. Déjà, si je devais parler aux parents, je vais beaucoup plus parler aux papas, particulièrement parce que ce sont les papas qui, dans ce type de conditions, négligent beaucoup les enfants. Lorsqu'on est dans une famille où on est appelé à faire une mutation de femme ou quoi que ce soit, faudrait que le partenaire se rassure de la femme qui l'amène dans sa maison et qui doit prendre soin de ses enfants. C'est pourquoi je dis toujours, si je fais un enfant avec une fille aujourd'hui et qu'on se sépare, je vais pas courir demain ou après-demain pour prendre une autre personne rapidement parce que je vais me rassurer que la personne que je vais choisir soit à même de donner une éducation parfaite à mon enfant. Et c'est dans ça que je blâme certains parents, en fait, parce qu'ils ne sont pas assez tactiles dans certaines choses. Ils négligent beaucoup de choses. Si mon papa avait été présent, s'il avait été vraiment présent, il y a des choses qui ne seraient pas arrivées. S'il avait essayé de scruter à peu près là, le style de vie qu'on menait, le style de vie, bref, les souffrances que tous les enfants de la maison traversaient, on n'aurait pas vécu certaines choses. Donc, que les parents communiquent avec leurs enfants, beaucoup plus avec leurs enfants. Beaucoup plus le papa doit communiquer beaucoup plus avec leurs enfants. Dans une situation dans laquelle je me suis retrouvé, ça veut dire quand tu es dans une famille où tu n'as pas grandi avec ta propre mère, pareil, c'est différent. Dans des familles là, il faut que les papas questionnent constamment ses enfants. Même si c'est en cachette, il doit le faire. Et il faut savoir écouter. C'est-à-dire que si un enfant te dit, papa, ceci est faux, si ton enfant te dit c'est faux, c'est que c'est faux. Par moment, essaie de comprendre pourquoi il te dit c'est faux. Peut-être il a quelque chose à te dire, mais la façon dont tu viens vers lui, il n'a pas vraiment le courage de te dire ça. On va continuer, on va faire le même exercice, mais cette fois à l'enfant. À cet enfant qui souffre en silence, qui a vécu exactement la même situation que vous. Donc, regarde la caméra et donne-lui un conseil. Ok, cette personne-là qui se reconnaît dans le mois d'avant, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est on n'a pas de prétexte. Tu n'as pas de prétexte de t'apitoyer sur ton propre sort. C'est-à-dire que toutes les situations que nous traversons représentent en quelque sorte un carburant, c'est un tremplin. On n'a pas le droit de s'apitoyer sur notre sort. Et lorsque vous ressentez le besoin de vous exprimer, exprimez-vous. Parce que moi, ce qui a fait en sorte que je sois beaucoup plus bloqué, c'est parce que j'ai pas voulu parler. Je me suis renfermé. En fait, jusqu'à présent, je n'aime pas le faire. Mais moi, je conseille aux gens vraiment de s'exprimer. Il faut vous exprimer, c'est important. Quand on a des blocages, si tu as un ami à qui tu peux parler, tu parles. Si tu as un ami à qui tu veux parler, tu parles. Et une chose, c'est qu'il faut pas oublier la prière. La prière, c'est la chose la plus importante que je peux vous conseiller. Je sais pas, le bénéfice gratuit que je peux vous donner. La prière. Parce que la prière, on ne la vend pas. La prière, on ne cueille pas ça quelque part. Et Dieu, on a toujours tendance à dire, Dieu n'écoute pas les orphelins, Dieu n'écoute pas les personnes qui sont en détresse. Dieu écoute. Mais sauf que le moment dans lequel tu te trouves n'est pas le bon moment où il trouve nécessaire de te donner une réponse à tes prières. Donc, il faut d'abord que la volonté vienne de toi-même. Si tu n'es pas capable d'accepter la situation dans laquelle tu es et de dire, OK, là, je vais travailler pour recevoir mes grâces, tu ne les auras pas. Tout simplement. OK. Si on devait conclure, donner un résumé à cet épisode, je dirais tout simplement que la responsabilité va dans les deux camps, tant au papa, aux parents qu'à l'enfant. L'enfant a le devoir et l'obligation de dénoncer chaque fois qu'il subit des injustices, chaque fois qu'il subit des maltraitances. De la même manière, le parent, puisqu'on parle du père ici, devrait se rassurer que l'enfant soit dans les bonnes conditions, devrait vivre le quotidien des enfants
Éduquer les enfants à la dure n'est pas toujours la solution. Des jeux, des moments de partage, tout ça aide à ce que votre enfant soit équilibré mentalement. C'est donc avec ce résumé que je vais vous dire au revoir. On se donne donc rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode de Right to Myself. C'était La Fortune Mingue, la voix du bonheur.